souhaite la bienvenue ainsi que celles et ceux qui nous suivent en direct ou en différé pour ce conseil municipal du 13 mai 2024 pour lequel M. Charles Giron sera l'heureux secrétaire de séance. Je voudrais vous indiquer que Mme Isabelle Madrine a donné procuration à Mme Frédéric Fab-Tabourin, Mme Chantal Chabat à Mme Daniel Castagnera, M. Mathieu Joyon m'a donné procuration, que Mme Fabienne Elbig donne procuration à M. Giron, que M. Garrigue donne procuration à Mme Salé jusqu'à son arrivée, que Mme Ramy a donné procuration à Mme Demarco, que M. Martilly donne procuration à Mme Dumont et que Mme Sophie Rondeau donne procuration à François Gestin. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole. Bonjour à tous. Première délibération, approbation du PV de la séance publique du 8 avril 2024. Rapporteur, monsieur le maire. Est-ce que ce procès-verbal appelle des commentaires de votre part? Est-ce qu'on peut l'adopter à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 2, décision municipale, information du Conseil. Est-ce que les décisions municipales appellent des questions de votre part? Madame Greller-Nedec. Merci, monsieur le maire. Pour la décision municipale numéro 38, juste pour avoir quelques informations, donc puisqu'il y a une convention de mise à disposition du skatepark et du pump track au stade bordelais, BMX, est-ce que c'est pour y faire des animations? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou c'est... En fait, je crois qu'il y a une partie de Belgrave qui est actuellement fermée et donc c'est une convention sur laquelle on vient dépanner. Pour qu'ils puissent venir. Voilà, exactement. Alors, ma question, mon inquiétude, c'était parce que c'est quand même assez fréquenté et tant mieux. Ça prouve que ça répond à un besoin. C'était pour que voilà, ça n'embolisse pas la fréquentation de ce lieu. C'était juste cette remarque. Alors, je partage avec vous, c'est une très bonne idée du budget participatif. Il faut rendre hommage au budget participatif puisque c'était le projet qui avait recueilli le plus de voix et par Internet et sous format papier. Il faut dire qu'en contrepartie de cette occupation, il faut donner des cours gratuitement aux talents 16 et aux talents C, enfin aux personnes qui fréquentent ça. On ne va pas demander des justificatifs d'identité. Donc, on est en train de monter ça. On a ouvert le skatepark effectivement il y a un mois et demi de cela. Donc, on va essayer de mettre en place tous ces éléments-là. C'est effectivement très fréquenté. On peut s'en féliciter et puis on va regarder un peu comment tout ça vit et puis peut-être qu'on sera amené après à ajuster en fonction des différentes conventions d'occupation, en fonction du retour d'expérience que l'on aura avec le temps. Après, c'est vrai que la fermeture de Belgrave pour un temps, pour des travaux, je crois également que le skatepark de Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises, est actuellement en travaux, ou peut-être qu'il a été livré pour les Jeux Olympiques. Et voilà, et donc je pense que la communauté qui vient, on sait, de beaucoup plus loin que la ville, a peu d'installations actuellement. Donc on va regarder un peu avec le temps comment tout ça se met en œuvre. Après, et puis on aura l'occasion d'en refaire. Si des personnes, enfin des adhérents plus aguerris peuvent conseiller les plus jeunes, pourquoi pas, c'est aussi un échange d'expérience. Alors, on aura l'occasion d'en discuter, mais on est en train actuellement de finaliser les éléments pour un club de natation pour notre stade nautique Henri Deschamps. Là, on verra si jamais à terme on fait venir un club. Enfin, je pense qu'il va falloir qu'on regarde un peu comment tout ça vit pendant quelques mois et après décider la façon dont on oriente de façon un peu plus définitive et un peu plus conventionnée, on va dire, l'activité. En tout cas, là, on vient rendre service comme on vient nous rendre service et puis ça va nous permettre également de donner des cours à toutes celles et tous ceux qui, comme vous et moi, ne sont pas tout à fait spécialistes du skatepark et du pump track. Pour ce qui me concerne, Madame Gréellard a été championne de France l'année dernière d'ailleurs, et donc voilà. Mais c'est un élément secret. Dites-moi, Monsieur Joliot, je vous en prie. Bonsoir, oui, c'était sur la même question numéro 38. Moi, je me posais la question de savoir s'il y avait une durée dans le temps qui était prévue et ce qu'il y avait exactement comme décision qui avait été prise concernant la mise à disposition, sachant que ces équipements, tout le monde peut venir. Est-ce que ça veut dire que quand ils viennent en tant que club, ils privatisent le lieu? Non. Alors, on va jusqu'en mois de septembre. Là, donc on est sur une durée particulièrement courte pour l'instant. Alors évidemment, si jamais il y a des cours, il y a des questions de sécurité, etc. Donc il n'est pas question de privatisation. On n'est pas, encore une fois, dans la constitution d'un club avec, à loi 1901, avec une convention d'occupation comme on l'a avec d'autres choses. C'est la raison pour laquelle je disais à notre collègue Denise que pour l'instant, on a cet élément qui nous permet aussi de venir donner des cours et je trouve que c'est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de choses à dire sur... Et puis après, on verra effectivement dans le temps comment on pérennise tout ça. Voilà. Pas d'autres questions? Madame Demarco. Oui, moi je reviens sur les deux décisions municipales, 8 et 9. Pouvez-vous nous dire pourquoi ces soirées, ce n'est pas le même tarif
le montant des prestations association Ludi Loisirs pour organisation de jeux 148 € et Ludum SAS 330 €. Y a-t-il une raison? Alors, je pense, sans trop m'avancer, que vous avez là une association qui est en partie subventionnée par la ville de Talence avec des conventions, et Ludum qui est une entreprise privée qui, si je ne dis pas de bêtises, a été hébergée par la Pépinière aussi. Donc je pense que c'est ce qui explique aussi, il y en a une qui doit être soumise à la TVA et pas l'autre, donc on vous expliquera si jamais il y a des éléments. Mais je vous dirais que d'un point de vue analytique comme ça, j'aurais tendance à penser que ça soit... effectivement, on a l'impression que c'est les mêmes choses, mais il y en a une qui est une entreprise privée, l'autre qui est une association publique. Enfin, publique. Loi 1901. Pas d'autres questions? Je vous remercie. Rapporteur François Gestin, tarification des prestations enfance, sport, culture et seniors pour l'année 24-25. Mes chers collègues, de délibération habituelle, comme j'ai déjà eu souvent l'occasion de vous l'expliquer, je vous rappelle que nous combinons un certain nombre d'indices INSEE pour calculer le taux d'actualisation, donc c'est un effet assez mécanique. Cette année, évidemment, avec l'inflation qui continue à fonctionner, ce taux s'est porté à hauteur de 7,92. Nous avons considéré, comme nous l'avions fait déjà l'année dernière, que c'était une hausse qui était peut-être trop importante et donc nous avons décidé de conserver 50% à notre charge et donc de ramener le taux d'actualisation pour les prestations restauration scolaire et les centres de loisirs à 3,96. Je pense pouvoir vous épargner la lecture de l'intégralité des tarifs sur toutes les thématiques. Je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos différentes questions, s'il y en a. Oui, rappelez, mes chers collègues, d'abord qu'on est une des rares villes à avoir d'abord un potentiel de tarification aussi large. Je rappelle qu'on va à 3 000, là où d'autres villes vont à 2 000, 2 500, donc ce qui permet notamment pour les plus hauts revenus d'avoir des tarifs plus adaptés et de vous le redire, comme nous avions eu l'occasion d'en discuter l'année dernière et l'année d'avant, que la ville a fait le choix de prendre en charge 50% pour les prestations scolaires et périscolaires pour ces données-là, de manière à ne pas répercuter l'inflation qui, en plus, sur ces deux secteurs-là, est beaucoup plus importante, notamment sur la partie restauration scolaire, puisque nous connaissons des hausses de matières premières et d'énergie bien plus importantes que n'en reflète l'inflation d'un point de vue national. Donc on a une nouvelle fois, puisqu'on en avait discuté l'année dernière, considérer que ces années, à année exceptionnelle d'un point de vue de l'inflation, il fallait faire un geste de prise en charge de près de 50% de cette tarification, en espérant revenir sur des hausses beaucoup plus modérées dans les années à venir, si l'inflation, mais ça ensemble de prendre le chemin, nous laisse un peu plus tranquilles. Y a-t-il des questions, Monsieur Bimboire? Moi, juste une remarque concernant la restauration scolaire. Effectivement, on s'aperçoit qu'en fonction du quotient familial, les tarifs ne sont pas forcément élevés. Je souhaiterais avoir quand même un jour un débat en conseil sur la gratuité de la restauration. Je vous propose qu'on ne l'ouvre pas aujourd'hui en séance. Si mes souvenirs sont bons, et je crois qu'ils le sont, partager avec vous que la restauration scolaire, c'est dans le compte administratif de l'année dernière un peu moins d'1 million d'euros de produits. Ça veut dire que si un jour on a un débat sur cette gratuité, il faudra qu'on se dise où trouve-t-on le million d'euros. Alors pas dans le grand capital, parce que nous ne pouvons pas taxer les grands capitaux, mon cher collègue, je crois pas, du moins je ne crois pas, mais parce que le débat de la gratuité, qui est toujours un débat, je trouve, intéressant, est un point. Je voulais que vous ayez cette donnée-là, parce que vous êtes aussi libre de nous apporter des positions. C'est 1 million d'euros de recettes, entre guillemets, pour la ville. Je voudrais juste vous rappeler qu'on flirte aujourd'hui entre les 12 et 15 euros le repas servi à table pour un enfant. Voilà le coût global quand on met tout à bout, y compris l'amortissement des cuisines. Et je voudrais vous rappeler que nous allons mettre un peu moins de 8 millions d'euros dans les nouvelles cuisines qui seront amorties sur un temps long. Mais c'est le prix d'un service public qui est beaucoup moins cher qu'il n'y paraît. Mais je pense que tous celles et tous ceux qui ont des enfants à la maison savent que ça coûte un peu plus cher qu'à la cantine. Voilà. Madame Dumont. Oui, bonsoir, merci. Je voulais plusieurs remarques. Déjà, d'une sur les séjours de vacances. J'ai l'impression que c'est une coquille, mais dans autres séjours de vacances, le quotient familial le plus élevé a un tarif moins cher que le quotient familial juste avant. Donc voilà, on passe de 102 € à 96,50 €. J'imagine que c'est une petite erreur. Sur la
piscine, l'année dernière, j'avais fait une remarque sur le pack 20 entrées à utiliser en un an. Je trouvais que ça faisait beaucoup d'entrées pour une seule année. Alors, vous m'aviez dit, on va en rediscuter quand on aura un premier bilan. Donc là, je vois qu'il y a il y a une nouvelle proposition de tarifs, mais ça serait intéressant. Je ne dis pas que c'est des nouveaux tarifs, mais c'est un nouveau vote. Ça serait intéressant d'avoir un bilan, savoir les entrées qui ont été vendues, combien, à quel moment. Voilà. Donc si vous pouvez nous fournir un petit bilan de l'activité de la piscine. Également, j'ai remarqué que sur l'initiation musicale, alors j'ai vu que sur les enfants non talencés, il y avait souvent un dépassement, mais qui est assez léger. Mais sur l'initiation musicale, on passe de 275 à 507 €. Enfin, la marche est très haute entre des enfants talencés et des enfants non talencés, donc si vous avez une raison à ça. Et également, vous mettez la vente de produits patrimoniaux et culturels, donc vous nous aviez donné des carnets de dessin et vous avez présenté les affiches aussi en conseil municipal. Est-ce qu'on pourrait avoir un bilan aussi sur les ventes de ces produits? Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour tout rassembler Madame de Marco, j'étais même en train de dire par rapport à votre observation que je ne suis pas tout à fait sûr que sur les autres séjours de vacances, le QF 200 à 500 soit également correct, parce que c'est le même prix entre 200 et 500. Il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à regarder par rapport aussi à votre remarque, que le QF de 200 à 500 soit le même prix que le de 0 à 200, mais je laisserai François répondre. Ah d'accord, donc il n'y a pas d'autres questions. Madame de Marco. Oui, moi je reviens toujours sur cette délibération concernant l'espace senior, où je trouve c'est des tarifs très intéressants, mais je l'avais déjà signalé que ce serait bien peut-être de les revoir, de les envisager aussi en fonction du revenu. Est-ce que c'est une réflexion que vous avez entamée, ou vous pensez que tout le monde doit payer le même tarif, quel que soit son revenu, ce qui peut être une politique intéressante par certaines personnes, mais qui ne serait pas la mienne. Ah bon ? Voilà. Parfait. Monsieur Gestin. Alors, pour être sûr, Madame Dumont, vous me parlez sur les séjours de vacances? Oui, c'est page 5. Sur la page 5. Bon, de toute façon, on va le vérifier s'il y a une coquille pour la rectifier. Oui, sur cela. D'accord. Donc ça, on va le revérifier pour vérifier s'il y a une difficulté particulière ou pas. Sur la question de l'éveil musical, je crois que vous m'avez abordé, quelque part, c'est quelque chose... alors, déjà, peut-être en réponse globale, une politique tarifaire, c'est à la fois un peu d'histoire, parce que c'est des tarifs qui sont votés depuis longtemps, et donc on ne rebat pas les cartes complètement à chaque fois. Et puis, c'est des ajustements qu'on va faire au fur et à mesure. Est-ce que ça me choque que le tarif le plus haut Talençais soit à la moitié prix du tarif extérieur Talençais? Je vais vous répondre comme on vous a répondu sur la piscine. La réponse est non, parce que le Talençais, il paye aussi le service dans ses impôts. Et donc, à un moment, David a posé la question de manière différente tout à l'heure sur la restauration scolaire. Qui doit payer, l'usager ou le contribuable? Et je ne répondrai surtout pas aujourd'hui, parce que c'est la vraie question, et c'est celle que David a payée. Et donc, ça ne me choque pas particulièrement que des non-Talençais payent 2 fois le prix d'un Talençais. Pour répondre à votre question là-dessus, sur la question de l'espace senior, alors, comme je l'ai dit, on ne rebat pas les cartes à chaque fois. Il y a aussi une réalité d'histoire. Il y a aussi une réalité que beaucoup d'activités qui sont faites, mais Daniel le complétera, sont souvent des activités à l'action même, que s'amuser à calculer des coefficients pour une sortie, ça veut dire qu'elle va demander 3 temps pleins supplémentaires pour gérer la comptabilité à ce moment-là. Donc, il faut qu'on reste toujours aussi en adéquation. Je pense que ce n'est pas la même chose d'avoir une politique tarifaire sur des tarifs qui sont parfois élevés dans certaines choses et qui vont s'adapter à la réalité, que lorsqu'on est en train de parler d'une sortie à 2 ou 5 euros, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc peut-être que certains tarifs pourraient faire l'objet d'une révision de ce type-là. Sur l'intégralité, pour en discuter tous les ans avec Daniel, ça me semble un peu compliqué. Donc,
Sur votre question de la piscine, mais Monsieur Joliot a d'autres questions, donc comme ça je pourrais conclure. Monsieur Joliot, je vais répondre à votre question sur la piscine. Oui, merci Monsieur le maire. Sur cette question spécifique de la piscine, comme pour la plupart des grands équipements, je crois que la logique métropolitaine d'aujourd'hui veut qu'on raisonne davantage en termes de territoire qu'en termes de stricte limite communale. Moi, je pense par exemple aux enfants de Barthès-Malartic l'été, ou de quartiers populaires qui peuvent exister à Gradignan ou de façon limitrophe, qui, à mon avis, pourraient être impactés un peu trop durement. J'essaie de penser et de raisonner comme ça, en sachant qu'un équipement de cette qualité et de ce rayonnement-là ne concerne pas que les Talancés. Et je pense que la manière de bien raisonner, entre guillemets, c'est plutôt dans une logique territoriale. Donc voilà, je soumets cette réflexion concernant les tarifs. Alors, dans l'exemple que vous avez donné, de vous rappeler, mon cher collègue, que nous avons une convention avec Gradignan, ce qui fait que le jeune de Malartic paye exactement la même chose que le jeune de Talence. Donc, et ça c'est Alain qui l'avait mis en œuvre il y a quelques années, il faut savoir que la ville de Gradignan nous rembourse à l'euro, c'est-à-dire nous rembourse l'écart prix entre l'entrée qui est payée par le jeune ou le moins jeune et l'entrée plein tarif. Sur les éléments de votre question sur la piscine, d'abord vous aurez remarqué que nous n'avons pas souhaité changer les tarifs de la piscine puisqu'on avait vu ensemble le fait qu'on avait un changement d'équipement mais qu'on se donnait le temps de le faire venir. On pourra vous donner les données sur les quelques premiers mois. J'aurais juste partagé avec vous qu'on a ouvert courant août pour le bassin extérieur, et j'ai perdu les quelques cheveux qui me restaient à cette occasion. Courant septembre pour le bassin intérieur. On a eu des très bons chiffres, on a toujours des très bons chiffres. Aujourd'hui, on n'est même pas encore à un an d'ouverture. Donc on voudrait aussi un peu regarder comment tout ça va évoluer. Je vous ai parlé tout à l'heure à l'occasion de la question de Denise Grélard sur l'arrivée aussi, enfin le retour plus exactement, d'un club de natation qui va proposer d'autres choses à partir de la rentrée scolaire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on en discute sur ces cours. Il faut aussi se dire que les entrées, et on l'a vécu avec la fin des petits systèmes qui s'étalent dans le temps parce qu'on les a achetés et que pendant sans durée de vie, eh bien, ce sont des choses qui, d'un point de vue de la comptabilité, d'un point de vue des stocks, sont très compliquées à gérer avec la piscine. C'est la raison pour laquelle on a aussi proposé d'autres tarifs, des tarifs pour les familles qui n'existaient pas, un abonnement mensuel aussi qui permet d'avoir finalement un peu plus de modulo que la simple entrée à consommer sur une durée courte. Donc, je maintiens ma position qui consiste à dire d'abord, évidemment, qu'on vous donnera les chiffres à date de la fréquentation, en ayant toutes les précautions que c'est un côté quand même encore très parcellaire et que je pense qu'on verra déjà par exemple cet été un vrai premier été avec le facteur météo évidemment qui permettra de jauger si jamais on a des éléments très différents par rapport à ce qui prévalait à la piscine. En tout cas aujourd'hui on a une fréquentation qui est plus que satisfaisante sans le club de natation qui auparavant constitue aussi un énorme apport d'entrée au sens visite de l'équipement. Pour conclure sur les tarifs par rapport à l'observation de Xavier, vous rappelez que le tarif métropolitain, Monsieur Joliot, on n'a pas d'élément métropolitain d'affectation sur... Alors, Madame Brigitte Bloch, qui est vice-présidente en charge de cette thématique à la métropole, avait proposé aux différents maires un groupe de travail sur une certaine forme d'harmonisation des tarifs, qui a conclu au fait que chaque personne ne voulait harmoniser les tarifs, ne serait-ce que parce qu'aucune piscine n'est comparable. On fait partie des 3 plus grosses piscines, notamment avec Judaïque et évidemment l'équipement métropolitain à Mérignac. C'est compliqué d'avoir des tarifs comparables avec des piscines qui n'offrent qu'un bassin intérieur, que 25 mètres, etc. Mais, parce que moi je veux aussi souligner ici, et c'est grâce aux présidents qui se sont succédés, nous avons obtenu une aide plus que conséquente de la métropole sur la rénovation de l'équipement. On a pris en charge et on a instauré un tarif pour les jeunes métropolitains, puisque là, par contre, on a un dispositif, la carte jeune de Bordeaux Métropole, qui permet aux jeunes qui l'ont, elle est gratuite, de pouvoir bénéficier des tarifs jeunes. Donc c'est vraiment la seule chose sur laquelle on pouvait aller. Après, on ne va pas demander à la piscine d'avoir des justificatifs de domicile pour tous les gens qui habitent la métropole. Ça viendra peut-être un jour, mais je vous avouerai qu'à mon avis, on en est plutôt loin. Je veux juste partager quand même avec vous, si je prends un Talancais, 4 €, c'est le tarif plus que maximum. On est encore dans l'équipement public. Je rappelle que nous n'avons pas de conditions de durée. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient
à la piscine peut y passer la journée s'il le souhaite. On est encore sur l'équipement de loisirs qui est le moins cher de tous. C'est incomparable vis-à-vis d'une place de cinéma, d'une place pour aller voir les Girondins de Bordeaux. Surtout que c'est cher payé pour les saisons qu'ils font. Mais on est quand même encore sur un équipement public issu aussi qui joue un rôle fondamental dans la mixité et dont la place au sein du quartier de Thouars est particulièrement appréciée et va continuer. Donc je vous propose, Madame Dumont, de vous donner les chiffres à date que l'on a, avec toute la précaution qu'il faudra se dire qu'à mon avis, il faudra, à mon avis, attendre un petit peu avant de pouvoir en conclure. Mais pour l'instant, les chiffres sont plutôt très bons. Et avec votre permission, Monsieur le maire, avant d'harmoniser les tarifs, il faudra aussi harmoniser les investissements et les subventions. Nous avons été bien aidés par la métropole, on n'en a jamais dit l'inverse, mais c'est plus facile d'avoir des tarifs encore plus bas quand on est financé à plus de 80%. Si vous m'enlevez l'investissement, on peut baisser un peu le fonctionnement. Juste une remarque donc, sur la piscine. Vous avez la parole, afin d'être cohérent, autant avoir un bilan à la fin de l'année, comme ça on aura vraiment des comparatifs. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais par rapport à la question que pose Madame Dumont, ce sont des bilans que nous on a demandé parce qu'on essaie de voir aussi quelles sont les occurrences. Est-ce que le tarif famille fonctionne? La réponse est oui. Il y a des choses qui ont moins fonctionné, donc on a ajusté. L'arrivée du club aussi à compter de la rentrée 2024 va aussi nous permettre aussi que chacun fasse son rôle. Le club étant sur des cours de natation particuliers, la piscine, elle, gardons son rôle d'apprentissage du savoir nager, etc., etc. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes que de places disponibles. Voilà. Et puis, partager à la fin des fins, une très grosse difficulté pour les piscines aujourd'hui, c'est le recrutement des maîtres nageurs sauveteurs qui pose énormément de problèmes, notamment pour cet été sur lequel cette denrée est plus que rare. Donc j'espère ne pas avoir à ajuster, comme l'année dernière, les effectifs et donc l'ouverture de la piscine à cause du manque de nageurs sauveteurs. Mais au moins noter la fréquentation qui est vraiment exponentielle, on peut qu'à s'en féliciter, c'est vraiment un besoin. Enfin, en tout cas, on a des éléments fondamentaux. Peu de gens regrettent les portiques en plastique qui faisaient... alors, peu de gens, j'ai pas dit personne, regrettent. On a quand même l'espace accueil, on a fondamentalement changé. Je voudrais vous dire aussi qu'on est une des villes qui propose le plus grand nombre de cours de natation aux enfants des écoles talençaises. C'est près de 50 cours, si je ne dis pas de bêtises, entre le CP et le CM2. Et on sait malheureusement que les noyades sont une des principales causes de mortalité. Donc on peut s'en féliciter, je vous le concède parfaitement, mon cher collègue. On vous fera passer les statistiques puisqu'on les a, et donc pour qu'on puisse effectivement avoir un débat le jour venu sur la pertinence d'un tarif et voir après si on s'ajuste ou si on ne s'ajuste pas. En tout cas, pour cette année, vous l'avez vu, nous n'avons pas changé un seul tarif sur la piscine pour tout ce qui est entrée et puis avec abonnement, etc. De manière, là, pour le coup, l'inflation, on prend 100% en compte parce que je voudrais vous partager que la piscine nous coûte quelque peu cher en matière d'énergie. Et en plus, elle est carbonée pour l'instant. C'est la raison pour laquelle la chaufferie biomasse fera du bien en attendant le réseau de chaleur. Pour conclure, avant d'avoir vos votes, je voulais aussi remercier à cette occasion l'ensemble des services de la ville. On parle là tarif. J'ai aussi envie que tous ensemble, on parle contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut être fier d'avoir une ville et des agents, en l'occurrence, qui proposent des contenus pour l'ensemble des plus jeunes aux plus âgés, qui proposent des contenus qualitatifs avec de l'encadrement et nous avions eu le débat notamment sur les animateurs périscolaires, si vous vous souvenez bien, il y a quelques mois de ça, qui proposent aussi de vraies carrières à des professions qui sont souvent précaires et donc de manière à faire comprendre aussi que, par exemple, être animateur, c'est un vrai métier et c'est un métier qui doit être reconnu comme n'importe quel autre métier dans cette collectivité. Donc, je veux aussi que parfois, parce qu'on a parfois tendance à se comparer les uns les autres, certains sont plus chers, certains sont moins chers, mais j'ai envie de dire, et c'était aussi l'occasion pour moi de le dire, que pour ces tarifs, notamment d'enfance, de sport et de culture, je pense qu'on peut aussi se réjouir du caractère très qualitatif qui est proposé par les différents services, indépendamment du prix qui est donné. Vous dire aussi qu'en général, on refuse plus de monde qu'on en accueille, donc ce qui veut dire qu'on est encore particulièrement compétitif. Voilà, mes chers collègues, est-ce que je pourrais avoir vos votes, s'il vous plaît? Pour à l'unanimité, je vous remercie. Ah, j'ai entendu un pour, pardon, mais est-ce que quelqu'un s'abstient ou vote contre? Sur les CNM, si, François vous a répondu, ma chère collègue. Vous n'entendez que ma voix, je le sais, ma chère collègue. Pas écouté. Mais François vous a répondu. Vous le trouverez dans le procès verbal que vous adopterez la prochaine fois. Mais il vous a répondu. Donc, les votes pour à l'unanimité, je vous remercie.
Délibération 4, tarification de l'occupation du domaine public et autres tarifs. Donc même principe avec cette fois-ci un taux d'actualisation de 7,83%. Deux remarques néanmoins. Vous aurez certainement noté que nous avons fait l'effort cette année de regrouper tous les tarifs de la ville sur ces deux délibérations, ce qui permet d'avoir une vision globale au même moment sur l'ensemble de ces éléments-là. Je n'ai pas rappelé pour la première délibération, mais je le fais pour la deuxième, qu'évidemment nous appliquons une règle d'arrondi sous peine d'avoir des révoltes au sein des services pour rendre la monnaie quand nous passons à un tarif de 1,02 €. Donc nous continuons à fonctionner avec des arrondis, et là je crois que sur l'intégralité de la grille, c'est une évolution à 7,83, sauf de mémoire pour les consommations du café du Dôme, où ma remarque sur le remboursement de la monnaie, si on avait passé certains tarifs à 0,62 ou 1,02, s'applique pleinement. Les tarifs des marchés également sont restés inchangés pour les soutenir dans ces périodes. Et Madame Dumont, j'ai aussi noté votre question sur le nombre de crayons de couleur. Et donc on est à plusieurs millions d'exemplaires vendus. On vous donnera, comme vient de vous le dire Monsieur Gestin, on a voulu à chaque fois avoir que 2 délibérations par an, sauf pour les créations de nouveaux tarifs, ce qui nous permet de tout mettre dedans, mais on a quand même des choses qui sont plus anecdotiques que d'autres, on va dire. Pas de remarques, pas de questions pour à l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 5, sollicitation d'une subvention auprès de Bordeaux Métropole pour la reprise des concessions au cimetière communal. Un sujet quelque peu complexe, mais absolument nécessaire. Et donc là, je vous propose, dans le cadre des contrats de co-développement, de solliciter une aide financière auprès de Bordeaux Métropole de 12 600 € pour la reprise de ces différentes concessions. Y a-t-il des questions, des remarques, des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. C'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Point 6, dotation de solidarité urbaine, rapport sur les actions de développement social urbain en 2023. Un montant de 2 640 070 €. Vous avez les différentes thématiques et la répartition telle qu'elle a été prévue. Salem, je pense, se tient évidemment à votre disposition si vous aviez des besoins de renseignements sur les différents secteurs concernés. Madame Grévern-Évêque. Merci. Je ne doute pas que Salem saura nous donner toutes les informations. Pour la énième fois, surmontée dans le temps, mais au-delà de 6, je me suis dit que ça ne valait pas le coup. J'insiste pour qu'on ait... alors, ceci n'est pas un rapport, soyons clairs, qu'on ait quand même quelques détails. J'ai repris votre réponse de l'an dernier, Monsieur Gestin, que et vous-même, Monsieur le maire, qu'on peut aller chercher des informations dans le budget, certes, mais puisque nous sommes en conseil municipal, au moins quelques éléments pour chacune des rubriques, des 5 rubriques dans les grandes masses. Il serait intéressant que ce soit présenté au conseil municipal et donc joint aux documents du conseil municipal. Alors, je sais bien que la répétition a une certaine vertu chez les enfants. J'espère que ça va en avoir une sur les adultes. Merci. Qui sont tous de grands enfants, par ailleurs. Ben, je vois. D'autres questions? Non, Monsieur Gestin. C'est noté. Non, je pense qu'on va pouvoir effectivement essayer de regarder dans quelle mesure il ne peut pas y avoir des éléments plus explicatifs. Voilà. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. La loi date de 1991. Donc je me dis que, voilà, la Médoquine nous a appris, la guerre de la Médoquine, les vertus de la patience sur le long terme. Mais là, effectivement, je pense qu'on pourrait effectivement... Peut-être qu'avant que je ne quitte le conseil, dans les années à venir, ce serait intéressant. Merci. Alors là, c'est une information que je n'avais pas, mais qui doit nous permettre... Elle n'a pas dit quand? Elle a dit dans les 2 prochaines années, mais j'ai entendu les 2 prochaines... Ou alors j'ai voulu l'entendre. Parfait. Y a-t-il des abstentions, des votes contre à l'unanimité? Je vous remercie. Point 7, réhabilitation du stade nautique, marché de travaux numéro 20-24/11, électricité courant fort, faible et contrôle d'accès.
et 9, non? Alors, oui, on peut peut-être regrouper 7 Si et 8. ça vous va, si 7, ça 8 et vous 9, va, c'est la même chose. puisque ce sont les mêmes principes. Je crois que le mot le plus important à retenir dans cette délibération, c'est la notion de mémoire en réclamation. Et pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est la dernière étape où nous sommes en mesure de pouvoir rémunérer quelqu'un. Juste vous dire, parce que nous sommes en train de parler de montants parfois un peu importants, 30 573 € pour Santerne, qui est l'électricité, et 16 490 € pour Fusion Métallerie. C'est donc la dernière série d'avenants de ces lots-là pour la piscine. Je peux vous garantir que chaque ligne a été discutée, rediscutée, réanalysée, etc. Vous savez qu'on a ouvert dans des conditions un peu difficiles à la fin parce que tout n'était pas complètement carré. Ça avance au fur et à mesure. Et donc là, pour ces deux lots-là, c'est la dernière fois que nous les verrons passer puisque c'est le dernier instant légal qui permet de rémunérer ces équipes-là. Et cela fait un accord avec eux. Nous aurons certainement 3 autres délibérations au prochain Conseil qui seront dans ce même registre-là et j'espère qu'on pourra ainsi prononcer la fin de cette opération de réhabilitation importante de cette piscine. Dont les coûts, au final, moyennant l'inflation, sont restés dans ceux que nous avions votés ensemble, à quelques exceptions près, évidemment. Y a-t-il des questions? Je vous propose de reposer 7, 8 et 9. Maire. Oui, il y a plâtrerie générale également avec un montant de 17 379 pour la délibération numéro 9. Pas de questions? Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Pour l'unanimité, je vous remercie. Point 10, demande de subvention au titre de l'action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique. Acté plus fonds chaîne, lot 1, ressources humaines, économe de flux. Donc, vous le savez, nous sommes dans un contexte de hausse du coût de l'énergie et nous nous sommes engagés pour améliorer l'efficacité énergétique du patrimoine communal. Dans ce cadre-là, le fonds chaîne est tout à fait adapté. Et donc, nous sollicitons à ce titre une aide de 95 797 €. Y a-t-il des questions, des remarques? Madame de Marco? Mais simplement, j'aurais souhaité savoir si ce poste était déjà créé. Il est même déjà pourvu. Eh bien voilà, merci pour votre Si réponse. vous vous souvenez bien de la présentation du Je plan... me souviens de tout. J'ai oui. pas fini ma phrase, mon cher Alors. collègue. Parce que vous ne vous souvenez pas de la réponse de François Gestin 5 minutes avant. Donc c'est pour ça que je me suis permis Non, mais de vous c'est le dire. parce qu'on ne se souvient pas des choses Ça près, faisait mais partie, lointaines, oui. cette action de recrutement d'une personne particulière faisait partie du plan D'accord. d'économie énergie que nous avions débattu ensemble de manière à nous aider sur ces thématiques complexes. Merci. Je vous en prie, avec plaisir. Des abstentions, des votes contre? Pour l'unanimité, je vous remercie. Point 11, signature d'une convention de servitude de passage de canalisation d'eau pluviale et d'eau usée au profit de Monsieur France et Madame Viau, parcelle AP 893. Voilà, vous le savez, nous avons donc acquis cette parcelle située au 44 rue Émile Zola. Il se trouve qu'il y avait des canalisations existantes appartenant à la maison du 3 cours de Reims. Il convient donc de signer cette convention de servitude de passage à titre gratuit et d'autoriser Madame Fabre-Tabourin à signer les différentes conventions de servitude qui afféreront à l'issue de cette délibération. D'habitude, c'est le maire. Alors là, ça Oui, mérite c'est de vrai. le préciser. Des remarques? Pas d'abstention, pas de vote contre. Je vous remercie. Point 12, vente du bien situé, 30 rue Armand-Leroy, cadastré AO 593P. Ce terrain, donc situé au 30 rue Armand-Leroy, fait partie des quelques terrains que nous avions. Lorsque nous avons pris la décision de le mettre en vente, nous nous sommes rapprochés des 2 voisins immédiats qui, justement, avaient des besoins particuliers. Et je pense notamment à à ceux qui habitent au 28 rue Armand-Leroy, je vais éviter de prononcer les noms, qui n'avaient pas d'accès sur leur jardin à l'arrière. Et donc nous avons pris la décision de travailler en gré à gré avec les 2 voisins pour faire cette vente plutôt que ce que nous avions pris l'habitude de faire avec des sollicitations plus générales. Voilà ce qui explique ce passage-là. Et donc nous nous sommes
nous nous sommes entendus sur les prix de 163 710 € pour le 32 Armand-le-Roi et 42 075 pour le 28. Donc plutôt qu'une nouvelle construction, on aura donc l'agrandissement des parcelles respectives de ces deux voisins. Madame de Marco. Alors, j'ai la mémoire qui faillit quelquefois, mais sur certains dossiers, elle me revient. Moi, je vous demanderais simplement de mettre en attente cette décision, cette délibération, pour plusieurs raisons. Alors, j'ai souvenir, en 2013, de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en définitive, il y a eu une démolition sur cette parcelle d'une maison. Et de mémoire, ça devait être l'accès pour les jardins qu'il y avait à l'arrière. Et il était même question à l'époque de garder le garage pour en faire un lieu de stockage du matériel sur le jardin. Ça, c'était en 2013. Puis le temps est passé et rien ne s'est passé à part la démolition de cette maison et du garage. Ensuite, 2015, de mémoire, vous avez décidé de vendre cette maison, de vendre cette parcelle, et vous avez fait évaluer le terrain à 216 000 € de mémoire toujours, et des fois ma mémoire faillit. 216 000 € en 2016, et on a fait un appel à candidature qui souhaite donc venir sur ce terrain et acheter cette parcelle. De mémoire toujours, il y a eu un couple, je crois, qui s'est proposé à la vente, mais il ne proposait pas 216 000 €, il proposait légèrement moins. C'est vrai que c'était moins, mais aujourd'hui c'est beaucoup moins. Parce que de 216 000 €, nous sommes passés à 205 000 €, donc estimation des domaines bien sûr. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui traîne depuis presque 10 ans, qui finalement a été dévalué. Monsieur le maire, vous êtes quand même un bon gestionnaire, me semble-t-il. Vous faites très attention. Alors, je ne comprends pas comment il y a eu cette perte, donc, alors je ne sais pas combien ça fait, 10 000 €, c'est vrai, 10 000 €, c'est peut-être pas grand-chose, mais toujours est-il que pour ce sujet-là, qui devait être donc à l'usage d'associations ou d'usagers donc du jardin partagé, il serait bien peut-être de mobiliser suggestions les membres du conseil participatif de quartier qui existe et qui est actif pour peut-être entrevoir avec eux quel pourrait être l'usage de ce terrain. S'il n'y en a pas d'usage, peut-être effectivement permettre aux riverains d'agrandir leur jardin, mais je pense que ça serait plus sage de repousser donc cette délibération. C'est une proposition que l'on vous fait. Donc vous me proposez de demander aux voisins s'ils ne veulent pas agrandir votre jardin. Ça tombe bien, c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, alors, je n'ai pas l'intégralité de la réponse à ce que vous dites. Vous donnez par contre 2 éléments, parce que je sais que Sophie Rondeau avait conduit beaucoup de discussions autour de l'aménagement du parc Trière, et à ma connaissance, ça avait abouti au fait que les riverains les plus concernés ne souhaitaient pas qu'il y ait un passage et une entrée vers le parc Trière à cet endroit-là. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision de démolir la maison qui était un peu plus haut dans la rue, juste en face du parc vélo d'Henri Brisson, pour qui donnait un accès, et d'agrandir cet endroit-là, puisque ce que l'on cherchait à créer, c'était une liaison, notamment pour que les collégiens puissent traverser à ces endroits-là. Vous savez qu'on a des rues qui ne sont pas très larges, qu'on ne peut pas forcément agrandir, et donc ça permettait de créer un passage sécurisé avec une entrée un peu plus importante côté Henri Brisson, pour pouvoir permettre une transition en direction de la passerelle, notamment, puisqu'il y a beaucoup de collégiens qui, vous le savez, arrivent de l'autre côté. Donc, je n'ai pas, moi, plus d'éléments, parce que ce n'est pas un dossier que j'ai conduit en termes de consultation, mais en tout cas, c'est des souvenirs que j'en ai. Et quand j'ai récupéré ce dossier-là, que nous avons décidé de le mettre à la vente, et plutôt qu'effectivement de voir arriver un nouveau bien, alors oui, j'entends votre remarque sur les différentes évolutions des prix. Nous avons eu plusieurs opérateurs aussi qui sont venus, parce qu'on a été jusqu'à nous proposer 5 ou 6 logements à cet endroit-là. Donc nous avons pris une décision plus raisonnable en tenant compte de la réalité de 2 riverains qui sont entendus,
Bien évidemment, si les deux riverains n'avaient pas été d'accord, on serait parti sur une consultation plus large comme on en avait l'habitude. Mais là, il nous a semblé que le bon sens allait plutôt dans cette direction-là. Et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons ça. Il ne vous aura pas non plus échappé les difficultés actuelles pour obtenir un emprunt aujourd'hui, ce qui fait que dans un certain nombre de situations, nous avons effectivement des prix parfois qui baissent. Alors, j'aurais partagé quelque chose avec vous par rapport à votre question. Alors, je n'ai pas non plus l'historique puisque je n'étais pas élu en 2013. Et de vous remercier pour vos encouragements en étant bon gestionnaire. On essaye de le faire ensemble surtout. Ça nous est arrivé, en tout cas moi depuis 7 ans, quand la ville vend pour construire, vous nous dites on aurait pu le garder. Là, la ville vend pour agrandir des parcelles de jardin, donc d'un point de vue là-dessus, et vous nous dites je voudrais juste vous rappeler que la cession par la ville, alors d'abord 216 000 à 204 000 euros, c'est 10 000 euros, mais c'est 10 000 euros, mais dans le contexte actuel de vente et du prix du foncier, je peux vous assurer que c'est plutôt pas mal. Donc moi je trouve, et par rapport à votre remarque des CPQ, je suis d'accord avec vous, à partir du moment où les gens qui habitent à côté, parce qu'il y aurait eu pour le coup une entrée de parc là-dessus, aient émis un avis favorable, ou nous ayant dit on ne souhaite pas faire d'acquisition. Là en l'occurrence, on a une vente à l'amiable, avec les deux voisins qui sont absolument ravis et qui ne voulaient pas, et ça peut s'entendre parce qu'il y a une entrée de parc pas très loin de là quand même. Donc faire 2 entrées de parc sur ce jardin avec les jardins partagés de la passerelle, très sincèrement avec vous, je le partage, j'en vois pas d'intérêt. Et par ailleurs, les habitants, les riverains ne sont pas d'accord. Et je vous rappelle que la règle qu'on s'est fixée avec les CPQ, c'est que quand même, c'est de demander aussi l'avis des riverains. C'est-à-dire que s'ils sont opposés, et ils le sont, au fait de créer une entrée avec les conséquences que cela peut avoir, on ne va pas aller demander à un groupe de citoyens de réfléchir à quelque chose dont les gens à côté ne sont pas. Donc moi je trouve, pour partager avec vous, d'abord, la ville vend au prix des domaines, c'est la loi. Je ne peux pas... Madame Demarque. Ouais. Donc, ça on ne vous a pas écouté en 2013, je le regrette, mais là en l'occurrence, vous avez toute mon audition et... Je vais juste vous dire, c'est qu'on a amélioré l'entrée du parc Trière. On va en plus améliorer le parc Trière, parce que Madame Rondeau a un projet de requalification de l'espace, notamment sur les jeux pour enfants. On a une vente qui va permettre de libérer de l'espace vert non construit. Monsieur Gestin vous l'a dit, on aurait pu le vendre à un promoteur qui nous aurait fait une énième construction en R+1 avec X appartements dans un quartier qui ne demande pas. On le fait moyennant le prix des domaines. Pour le coup, je m'attends plus à vous trouver en accord avec nous plutôt qu'en désaccord. Ça ne veut pas dire que je vais reprendre le passé depuis 10 ans. Je trouve que là, la solution qui est devant nous est plutôt une solution équilibrée de bon sens, en respectant la volonté des deux riverains, qui, me semble-t-il, doit être entendue. Parce que créer un espace public d'accès à un équipement public comme un parc, c'est quand même des conséquences sur la vie des riverains qui n'est pas neutre. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est une entrée supplémentaire à garder. Enfin, c'est beaucoup de choses en plus. Donc là, on va faire du végétal et on le vend au prix des domaines. Donc je trouve que c'est plutôt une bonne, pas une mauvaise opération. Madame Kellier. Vous dites que vous vendez pour du végétal, vous êtes sûr de ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui garantit que les riverains ne vont pas artificialiser le sol? Le PLU, ma chère collègue, ça ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. Ça veut dire qu'en découpant en 2 parties, avec le nouveau PLU, vous le savez, qui exige plus d'espace en pleine terre depuis, on va dire, le 1er avril, le PLU, il n'y a rien d'autre que le PLU, c'est la loi qui l'impose. Mais là, en ayant découpé en 2 parties, ce que je peux vous assurer, c'est que le découper en 2 parties avec les 2 riverains, c'est potentiellement beaucoup moins de construction que de le vendre dans sa parcelle unique, puisque là, pour le coup, on aurait eu une parcelle de X mètres carrés qui était valorisable. Donc, moi, je ne préjuge pas de l'avenir. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant ça, la ville a fait le choix de ne pas faire une opération financière de valorisation extrême, mais l'a vendu. Après, vous savez, les PLU, ça se change. Mais le PLU est plutôt, en divisant en 2, plutôt protège plus, quoi. Je comprends bien, mais l'artificialisation, ce n'est pas forcément la construction. Ça peut être aussi le fait de recouvrir le sol de béton, etc. Mais dans ces cas-là, c'est un permis de construire. Donc toute construction de 5 mètres carrés, sauf si on est dans un périmètre... Même un revêtement. Ah, bien sûr, bien sûr. Ok, bien sûr. merci.
c'est... Donc il y a une en plus, déclaration obligatoire, etc. le PLU métropolitain, pour lequel vous savez qu'il n'a pas recueilli mes faveurs en tant que conseiller métropolitain, le PLU métropolitain vise justement à limiter l'artificialisation par parcelle, puisqu'on a perdu des pourcentages, ce qui vise en fait un peu à monter les bâtiments pour éviter l'emprise au sol et donc limiter l'imperméabilisation des sols. Voilà. Monsieur le sénateur. Juste un mot, puisque 2013, monsieur le maire n'était pas né, pour lui rappeler l'historique de ce terrain. C'était Madame Trier qui voulait céder à la ville cette parcelle. Madame Trier était une personne handicapée physique, mais pas du tout de la tête. Je l'ai vue peut-être 15 fois chez la voir parce qu'elle avait à la fois ce terrain-là et un terrain, je crois que c'était le bord de l'océan, à 18 km de l'océan, sur la route du Porge. Et j'avais essayé de négocier avec elle qu'elle nous laisse vendre le territoire du Porge parce qu'il était à 18 km pour qu'on puisse aménager des équipements pour les enfants. Elle n'a jamais voulu parce qu'elle me disait, moi, à leur âge, j'y allais à vélo. Si les générations peuvent évoluer, s'ils veulent aller à l'océan, à vélo... Donc elle n'a jamais voulu nous céder pour qu'on puisse le vendre. Elle nous l'avait cédé pour mettre des chevaux, je crois. On n'a jamais pu le vendre pour récolter de l'argent, pour aménager le parc. Voilà. Mais c'est une personne très lucide, mais très têtue aussi. Madame de Marco, après je vous propose de conclure. Je vous en prie. Je vous en prie, écoutez. Alors moi je reviens dans ce que vous avez dit. Vous avez fait le choix que ce ne soit pas une opération financière, j'entends. Mais là, il y a quand même une perte en 8 ans et de 11 000 €. Mais pourquoi en définitive, n'a-t-on pas accordé la vente à ce couple qui avait proposé, voilà, 4 ans, une somme de 200 000 €, je n'ai pas la mémoire exacte, pour construire, pour habiter, puisqu'il y a quand même une demande aussi. C'était une maison individuelle, je présume, qu'ils souhaitaient faire. Voilà pourquoi a-t-on refusé, alors que c'était approximativement la somme des domaines que vous me l'avez dit souvent, qui n'est qu'une indication. Hein. On peut vendre en dessous ou en dessus de cette somme qui est juste indicative. Et donc voilà, parce que aussi, il y a aussi une demande, en définitive, de logement sur la commune. Je suis contente que vous écoutiez les riverains. Moi, je connais d'autres riverains que vous écoutez beaucoup moins, ceux qui ont fait un recours et qui vous ont demandé donc de ne pas signer le permis de construire de Vinci sur le stade. Voilà. Mais ceux-là, écoutez, il y en a que vous écoutez et d'autres que vous écoutez moins. Bon, j'en prends acte. Alors, Madame la sénatrice, vous êtes en tant que parlementaire, vous faites les lois. Et que l'urbanisme, comme le nom le porte, c'est un droit. Donc, pour en revenir sur ce dossier, d'abord, sincèrement, je n'ai pas connaissance de ce couple qui voulait acheter à tel prix. Sincèrement, je vous en fais crédit, vous ayant toujours dit la vérité dans cet an. Mais je suis en train de vous dire que je vous crois, Madame de Marco. C'est plutôt rare pour être souligné. Donc, je vais jusqu'au bout des choses. Moi, je n'ai pas souvenir de cette demande, mais je vérifierai. Et quand bien même nous aurions perdu 10 000 €, je pense, et c'était juste ce que je vous disais, c'est qu'il y a certaines parcelles sur lesquelles on a fait des demandes de valorisation. Il y a des moments où la ville s'est montrée plus ou moins audacieuse. Si je peux me permettre de vous contredire, pour le coup, en droit, nous n'avons pas le droit d'avoir une marge d'appréciation supérieure à plus ou moins 10% de l'avis des domaines. C'est illégal. Donc quand vous me dites c'est un avis indicatif, non. L'avis des domaines doit être suivi. Et j'ai envie de dire, encore heureux, c'est la loi. Ah non, ce n'est pas une indication, Madame de Marco. Oui. Donc, juste, bien. La seule façon que j'ai de justifier le prix de quelque chose, c'est le fait d'avoir un avis extérieur qui nous dit « Monsieur le maire, ça coûte tant avec les marges d'appréciation ». Tout le monde fait comme ça, la métropole le fait comme ça. Il y a juste, par contre, des marges d'appréciation qui, au regard du projet, peuvent être parfois plus ou moins discutées. En l'occurrence là, on va au prix des domaines. Pour en finir, parce que je vous ai vu arriver du haut carré avec d'autres éléments, comme je vous le disais tout à l'heure, le droit de l'urbanisme, c'est un droit. Le maire que je suis a écouté les riverains, d'abord, parce que ce qui est construit n'est en aucun cas la valorisation potentielle du terrain considéré. Deuxième chose, nous sommes dans un état de droit. Les riverains, et c'est ce qu'ils ont fait, ont considéré que le permis n'était pas légal.
puisque vous étiez en plus partie à ce procès. Quelle a été la réponse de la justice à l'heure où je vous parle? C'est de considérer que la décision de la mairie de Talence était légale. Donc, soit on se met dans l'état de droit et on respecte les éléments, vous avez... mais moi, je ne sais pas faire de l'urbanisme à géométrie variable. C'est-à-dire de dire, là, vous nous dire, bah, c'est le Conseil d'État. Oui, mais pour l'instant, le juge administratif a dit que les riverains étaient en tort. Ce qui veut dire que le permis de construire qu'a délivré la mairie de Talence est un permis légal. Et je pense que tant qu'on sera dans un état de droit, je ne ferai pas de l'urbanisme à géométrie variable, c'est-à-dire considérer qu'on peut urbaniser au nord, pas au centre, etc., etc. Et par ailleurs, vous rappelez que le contenu du projet qui est porté par le propriétaire et donc par le promoteur Vinci n'est en aucun cas, Madame la sénatrice, le potentiel qu'offrait cette constructibilité. On peut vouloir ne rien faire sur cette parcelle, c'est parfaitement le droit des riverains. En l'occurrence, la mairie, elle a dit le droit. Et la mairie n'est pas là pour trouver si c'est bien ou pas bien, elle est là pour dire le droit. Et si jamais le juge administratif dont c'est le travail veut lui dire qu'elle a eu tort, il doit émettre un avis. À l'heure où je vous parle, il y a un riverain qui l'a porté en Conseil d'État, eh bien nous attendrons, en tout cas moi j'attends rien du tout, mais c'est le vendeur qui attendra, comme dans n'importe quelle opération d'urbanisme à Talence, je n'en fais pas plus au nord, au centre qu'au sud. Voilà. Maintenant je sais que vous êtes plus proche de cette parcelle que d'autres, mais je dis le droit. Voilà. Allez, monsieur Joliot, parce que sinon on peut partir sur un débat sur l'urbanisme, mais il y a un orage à 20h. Allons-y. Oui, moi je ne suis pas du tout un spécialiste, un expert de la question immobilière. Par contre, en tant que Talencé, je deviens par la force des choses un spécialiste du désagrément face à une certaine pression immobilière. Donc le point de vue qui consiste à vouloir empêcher la construction d'immeubles de 5 étages est fort louable. En même temps, si la mairie s'y oppose et n'accorde pas le permis de construire et ne vend pas à une agence immobilière, je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive. Par contre, un projet, comme ça a été rappelé, avec une maison individuelle, c'est toujours envisageable. Moi, personnellement, je plaide plus pour un projet de micro-forêt et un îlot de fraîcheur, sachant que la logique d'éco-quartierisation, sur laquelle je reviens souvent, m'insiste à considérer que chaque espace, chaque parcelle, chaque mètre carré utile à la chose devrait être exploité, en tout cas envisagé. Et je suis un peu désolé qu'on n'ait pas commencé plutôt par cette hypothèse avant d'envisager la vente. Maintenant, j'ai absolument rien contre le fait que des gens qui voudraient agrandir un peu puissent le faire, etc. Je veux dire, on n'est pas du tout dans l'idée d'embêter les gens. Moi, je suis plutôt dans l'idée de prioriser les choses. Et ma priorité, c'est, partout où on peut le faire, surtout en site urbain, envisager des micro-forêts, envisager des îlots de fraîcheur, envisager quelque chose qui peut construire la transition. Merci. Alors, d'abord, monsieur le sénateur l'a rappelé, la ville a eu un legs de la famille Trier et on a fait un espace vert dans les quartiers nord qui, on le sait, en ont moins qu'au sud. D'abord, faire une micro-forêt urbaine à côté d'un parc, alors que ce parc-là, que l'on peut améliorer, hein, par ailleurs, est un élément, je ne sais pas si jamais ça servirait à quelque chose. La ville, et j'espère que vous en serez content avec nous, elle aura livré sur 6 ans 10 hectares d'espace vert public supplémentaires. 10 hectares. C'est le cas d'opérations très emblématiques comme l'abus de Rosa Park, c'est aussi le cas d'acquisition, par exemple quand on achète auprès de l'IRTS. Est-ce que l'autre partie de la gauche pourrait m'écouter? Merci. J'arrive plus à vous classer. Mais et en plus, j'ai envie de partager quelque chose avec vous, mon cher collègue. Je veux aussi dire que quand on valorise et quand la ville donne des permis de construire par rapport à l'habitat, et je vais paraphraser mon successeur, il y a des gens qui habitent derrière. Aujourd'hui, la réalité, c'est que notre ville est celle qui donne le moins de permis de construire, dont la population augmente le moins. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire? Quand je vois les 900 personnes qui attendent un logement social à Talence et les 45 000 sur la métropole, ce qui aboutit à l'artificialisation extrême des surfaces occupées par la forêt à 30 km de la métropole, le coût écologique de vouloir ci et là sanctuariser, que je peux comprendre, hein, au cas par cas, et que l'on fait, a une répercussion. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se loger sur la métropole. Et donc, l'homme que vous êtes, je sais, sera sensible au fait qu'on a besoin aussi de produire du logement. Donc, évidemment, toute opposition va dire à son maire, quelle que soit son étiquette, que c'est un bétonneur. C'est vu, revu, et c'est toujours la même chose.
Le béton n'est pas vert, le béton n'est pas bleu, le béton n'est pas rose. Tout le monde, et c'est la raison pour laquelle la nouvelle présidente de Bordeaux Métropole a créé un fonds d'urgence pour pouvoir inciter tout le monde à produire du logement social. Donc, je suis d'accord avec vous, tout ce qu'on peut sanctuariser, et on le fait. On le fait, mais à un moment ou à un autre, il ne faut pas mentir aux gens. Où est-ce qu'on loge ces personnes-là qui, aujourd'hui, nous demandent un logement, qui ne sont pas le fantasme du Parisien qui arrive, qui sont les enfants de gens qui habitent à Lens, des gens qui aussi n'ont pas envie de se retrouver à 40 km avec le coût écologique que ça peut avoir de la métropole pour venir travailler. Donc, je veux le partager avec vous, c'est beaucoup plus simple de faire une micro-forêt qu'un permis de construire, mais dans certains cas, c'est bien de rappeler que derrière les maisons et les immeubles, il y a des gens qui habitent et qui ont le droit aussi d'habiter nos villes. Voilà, donc je sais qu'on sent. Mais on ne va pas faire des immeubles à R plus 150. Chaque mètre carré, et voilà. Donc là, en l'occurrence, on était en UP37, donc ce n'était pas le cas. Bref. Et pardon de ne pas me souvenir du dossier de 2013. Par contre, Madame de Marco, j'ai demandé à ce qu'on vérifie cette histoire de couple qui voulait acheter. Moi, je n'en ai pas souvenance. Alors, vos votes, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un vote contre? Moi, bon, écoutez, vous avez quand même compris que n'en est pas voté pour. Toujours est-il que je voulais quand même vous dire que vous êtes, en tant que maire, vous pouvez sanctuariser comme vous pouvez le faire, et vous avez le PLU. Et je vous rappelle quand même qu'il y a ce qu'on appelle le ZAN, zéro artificiel net, et que ce terrain sur le stade va complètement à l'encontre de ce qui aurait pu être fait, et que le PLU vous permettait justement de sanctuariser ce terrain. Voilà, ça c'est ma première réflexion. Qui n'a aucun lien avec la délibération de ce soir. Je ne me rappelle plus du lien avec la délib. Ouais, restons sur la délib. Mais il n'y a pas de lien entre la ZAN et le permis, pardon, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, mais ma chère collègue, ce que vous dites n'est pas vrai. Il n'y a pas de lien entre l'opération privée et les ZAN, ce n'est pas vrai. Non, vous avez le droit de refuser... Vous parlez de sanctuariser des zones. Mais ça n'a rien à voir avec le ZAN. Et vous n'avez pas sanctuarisé un stade. Mais l'espace n'est pas sanctuarisé, le PLU ne le protège pas. Mais parce que vous pouviez le protéger au PLU, que je sache. On parle du 30 Armand-Leroy, hein, c'est ça? Bon. Ouais, c'est ça. Je ne comprends pas, mais bon, sûrement, les mois qui nous séparent des échéances vont nous faire ne pas être d'accord sur certains dossiers. Donc, vos votes, s'il vous plaît, sur la délibération qui concerne le 30 rue Armand-Leroy. Alors, abstention de Madame Grélard, de Monsieur... Alors, c'est un vote que je ne demande pas. Donc, vous votez contre. Madame Dumont, contre, avec votre pouvoir. Contre. Madame de Marco, contre. Et Madame Kellier, contre également. Contre. Très bien. Pas d'autres voix. Donc, la délibération est adoptée. Merci beaucoup. Point 13, rapporteur moi-même, subvention de fonctionnement pour l'année 2024 à l'association CLAP Sud-Ouest pour la tenue à Talence d'une plateforme d'évaluation et d'orientation linguistique. Mes chers collègues, vous le savez, la langue, la capacité à échanger avec ses partenaires, ses collègues est un élément important de l'insertion professionnelle. Aussi, nous vous proposons un partenariat avec l'association CLAP Sud-Ouest pour une plateforme d'évaluation et d'orientation linguistique à Talence. Le CLAP évalue les compétences linguistiques des personnes à l'oral et à l'écrit et propose des parcours formation adaptés. En 2023, 91 Talencais ont été accueillis en évaluation initiale, 14% issus du quartier prioritaire et 21% d'allocataires du RSA. Donc le public, comme vous l'avez compris, est un public particulièrement concerné par les politiques sociales nécessiteuses. Sur les permanences au Dôme, à réagir au centre social mixité, 30 personnes ont été accueillies. Le public est en majorité féminin et de nationalité étrangère. 45% des personnes reçues sont inscrites à France Travail et à l'issue de l'étape d'évaluation, la quasi-totalité des stagiaires intègrent une formation linguistique via des propositions de proximité. La proximité étant un facteur de sécurisation des parcours d'insertion des personnes concernées. Le CLAP s'est intégré avec des relations partenariales avec les acteurs de terrain ces dernières années et nous considérons que c'est un levier essentiel à la levée de freins à l'insertion professionnelle. Et la délibération qui suivra sera un écho à celle-ci dans une certaine mesure. Aussi, je propose de reconduire en faveur de l'association CLAP
Sud-Ouest une subvention de 1 500 € pour l'année 2024. Cette délibération appelle-t-elle des questions? Monsieur Bimbois. Je ne peux que voter contre, mais je me demandais si voter pour, pardon. D'autant que je valide intégralement le dernier alinéa, et je me demandais si la subvention était supérieure, est-ce qu'il y aurait davantage de gens qui pourraient en bénéficier? J'ai pas entendu votre question, pardon. Qu'est-ce qui serait supérieur? Si on donnait davantage, est-ce qu'il y aurait davantage de gens qui pourraient en bénéficier et venir? C'est une bonne question à laquelle je ne peux pas vous répondre maintenant, mais je peux me charger de vous trouver une réponse. Non, on va vous répondre plus, mais je ne pense pas. Je ne suis pas sûr que ce soit le niveau qui... on n'est pas bloqué par rapport au nombre de personnes. On vous répondra, mais je dirais plutôt non. Monsieur Bardin. Oui, non, je vais voter pour Rousseau, mais c'est juste parce que je n'arrive pas à comprendre linguistiquement ce que veut dire orientation linguistique. Je crois que l'enjeu, c'est de faire un diagnostic du niveau de compétence dans la pratique de la langue française et en fonction, proposer un parcours adapté. Vous savez, quand on apprend l'anglais, par exemple, il y a le A1, le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2, qui va de la pratique courante, de la pratique professionnelle, jusqu'à quelque chose qui s'apparente au parler natif. Je pense qu'on est dans ces mêmes approches. Vous rappelez que la ville est partenaire, mais que beaucoup d'autres collectivités sont partenaires du CLAP Sud-Ouest. Hein. Il y a beaucoup d'autres villes. Il y a le département, l'Union européenne, l'État, la région. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Non, je n'en vois pas. La délibération est adoptée. Je poursuis en vous proposant un financement des formations de remise à niveau pour l'année 2024 par l'IREP. L'IREP propose un socle de compétences professionnelles qui comprend notamment, comme on vient de l'évoquer avec le CLAP, une formation linguistique. Dans le parcours de formation, on retrouve petit 1, se former pour lire, écrire, agir, 2, français langue étrangère, 3, la palette des savoirs, l'objectif étant d'élargir la palette des compétences techniques des personnes visées pour leur permettre d'augmenter les chances de leur insertion professionnelle. En 2023, on confirme les tendances de ces dernières années. L'objectif est de donner la priorité aux demandeurs d'emploi avec une souplesse construite pour permettre aux femmes de profiter de ce dispositif. C'est plus de les 3/4 de l'effectif accueilli aujourd'hui et la tranche d'âge est plutôt autour des 26-44 ans, donc des personnes qui sortent aussi des dispositifs classiques type mission locale ou PLI. Donc un peu en dessous des radars. Et compte tenu de l'intérêt représenté par ces formations, on propose de reconduire le protocole d'accord avec l'IREP pour 10 253 €, stable par rapport à l'année précédente. Y a-t-il des questions, des remarques? Pour l'unanimité, je vous remercie. Je vous propose, sur les délibérations qui viennent, de passer la 15 qui va concerner Madame Pitot, à part de toutes les autres, puisque on est sur la 15 assez différent des ouvertures de postes. Monsieur le secrétaire, sur la 15, donc. On passe la 15, donc point 16, recrutement d'un technicien. On fait la 15, mais on regroupera le 16 à suivant. Ok. Donc la 15, prime pouvoir d'achat, rapporteuse Madame Thomas Pitot, adjointe déléguée au RH et à la qualité de vie au travail. Bonsoir mes chers collègues. Le gouvernement a décidé en 2023 de donner la possibilité aux collectivités d'octroyer une prime exceptionnelle pour aider les agents territoriaux à faire face à l'inflation. Je suis donc en effet ravie de vous annoncer la mise en place de cette prime au sein de notre collectivité. Je pense parler au nom de Monsieur le maire et des différents élus pour dire que cet effort financier est notre manière de reconnaître et de valoriser le travail acharné de nos agents au quotidien, leurs efforts, leur dévouement et leur engagement qui font que notre commune est un endroit spécial où il est bon vivre et il est bon de travailler. Nous avons tous conscience des défis auxquels chacun et chaque agent peut être confronté dans sa vie quotidienne et espérons que l'attribution de cette prime à plus de 90% de nos agents et CCS confondus permettra et contribuera à améliorer leur pouvoir d'achat et leur donnera un petit coup de pouce. Une information plus RH, le montant de la prime, elle sera forfaitaire et égale pour l'ensemble des agents pour un montant de 300 € qui sera versé en juin prochain sur la paye de juin.
Donc, comme je vous l'ai dit, 90% des agents sont concernés pour un coût pour la ville de 180 000 € et de 40 000 € pour le CCAS. Merci. Alors, Monsieur Bimboire, évidemment, je ne vais pas résister l'occasion de vous donner la parole. Nous avions eu effectivement un débat sur cette prime. Je voudrais, pour compléter les propos de Madame la maire adjointe, rappeler que une très grande partie des villes de la métropole n'ont pas fait le choix de verser. Donc je veux qu'on le mesure. Chacun fait comme il l'entend, mais je pense que c'est quand même important. 92% des agents, c'est aussi comme ça qu'on se rend compte du salaire moyen dans la fonction publique territoriale. 92% des agents sont éligibles au versement de cette prime. Alors, la difficulté, c'est que certains agents ne sont plus là, mais la toucheront. Certains agents qui sont arrivés depuis ne la toucheront pas. Bon, ça, ce sont les éléments de la loi. On fait ce choix, Madame Pitot vous l'a redit, qui va peser pour un peu plus de 300 000 € dans nos réserves, 220 000 €, pardon, excusez-moi, pas de 300 000 €, pardon. Elle est peu fiscalisée, c'est quand même un élément important sur lequel, voilà, donc ça va permettre effectivement de donner un vrai coup de pouce et l'occasion qui nous était donnée par la loi, en espérant, en tout cas je partage ce vœu, que nous ayons à l'avenir des textes de loi nous permettant d'être un peu plus créatifs dans ce qui peut être donné par les municipalités, ce qui nous permettrait de décider ville par ville de ce qui est bon et ce qui est moins bon. En tout cas, avant de vous laisser la parole, mon cher collègue, vous dire que l'avis du CST a été favorable. Bah oui, mais il faut quand même le souligner. Le même CST qui m'avait saisi, puisque vous m'aviez posé une question orale. Vous voyez que j'exauce tous vos vœux. Je vous en prie. J'ai plaisir à rappeler que ça a été une demande de la CGT qui a été validée par les autres organisations syndicales et que je suis intervenu sur le sujet. Paraît-il que je dois vous applaudir. Ceci étant, je vous remercie effectivement de l'avoir donné pour au moins le maximum de salariés de notre commune et je suis certain que le Conseil va vous applaudir et voter pour. Non, alors je ne demande pas d'applaudissements, mais alors d'abord, ce n'est pas du tout la demande de la CGT, c'était une proposition de loi sur laquelle nous avions dit aux partenaires sociaux que nous attendrions de voir un peu, voilà, parce que sur la question que quelqu'un m'a posée que je ne peux pas dire, il n'y a pas de prise en charge du gouvernement par la prime qui est donnée, puisque comme l'augmentation des points d'indice, c'est donc à la seule charge de la ville. Donc il n'y a pas d'applaudissement, c'est plus que mérité. Dans un contexte aussi inflationniste, on a évidemment, c'est un coup de pouce très ponctuel, mais au moins ça va permettre d'abonder dans le sens de tous celles et tous ceux qui pourront en être gratifiés. Voilà, donc pas d'applaudissements, mais je note que vous aviez envie de le faire, mais c'est très bien. Madame Denise Grenadec, pardon. Merci, Monsieur le maire. Certes, on peut se réjouir de cette prime, mais vous l'avez dit, Monsieur le maire, elle est très encadrée par l'État, qui ne la paye pas, encore une fois, et on ne peut que se réjouir que la ville de Talence ait les moyens de pouvoir offrir cette prime à ses agents, parce que c'est quand même aussi, voilà, ça dépend aussi des finances dont on dispose. Donc tant mieux pour la ville de Talence et les agents de la ville de Talence et du CCS. J'apprends, vous le savez, au quotidien avec vous sur les débuts d'intervention qui ne se terminent pas tout à fait par où ils avaient commencé, mais vous nous donnez une leçon de maîtrise des choses. La bonne santé de la ville étant liée effectivement à notre côté gestionnaire dont parlait Madame de Marco. Vous voyez que le pont est ainsi lié. Je souhaite, pour le partager avec vous, d'abord c'était un choix politique. On met de l'argent de là où on en a envie. C'est valable pour l'ensemble des strates des collectivités territoriales. Et l'autre côté, je souhaite qu'on puisse effectivement conserver cette indépendance fiscale qui a été mise à mal, vous vous en souvenez très bien, à compter du quinquennat de M. François Hollande. Mais nul doute que vous vous en souvenez, puisque la baisse de la DGF date maintenant de quasiment 10 ans. On parlait de 2013. En tout cas, on peut se dire les choses. On verra si l'année prochaine, notre santé financière est la même. J'en doute, comme beaucoup d'autres collectivités, puisque nous sommes touchés de plein fouet par un recul assez important de nos capacités de décision. Voilà. Donc, nous verrons tout cela dans quelques mois. En tout cas, sachons nous contenter de ce que l'on peut faire cette année. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Sans applaudissements donc. Et donc, je vous remercie. La délibération est adoptée. Point 16, 17 et 18, c'est ça?
et 19 et jusqu'à 27. Point 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27. 27, 26, 27. Donc la totalité des points restants. Je vous laisse faire une synthèse des titres. Rapporteuse, Madame Thomas-Pitot. Oui, merci, mon cher collègue. Donc, je vais commencer par la prochaine délibération. Il s'agit ici d'un recrutement d'un technicien gestionnaire technique de bâtiments au sein de la direction des bâtiments communaux et de la transition énergétique. Il s'agit ici de remplacer un agent suite à une mobilité interne, donc au sein même de notre collectivité. Je vous propose d'ouvrir ce poste à un fonctionnaire ou un contractuel de catégorie B. Toujours même remarque, les candidatures fonctionnaires sont prioritaires. Délibération suivante, nous sommes là sur une création de poste d'un agent administratif d'accueil et communication au sein du Forum des arts et de la culture. Il s'agit ici d'un nouveau besoin lié à l'organisation de nombreux événements culturels. La collectivité doit effectivement recruter un agent administratif pour ce service. Je vous propose d'ouvrir ce poste en catégorie C. Ensuite, il s'agit d'un remplacement suite également à une mobilité interne d'un de nos agents titulaires du poste de responsable enfance au sein de la direction enfance et vie éducative. Je vous propose d'ouvrir ce poste à un fonctionnaire ou un contractuel de catégorie A. Délibération suivante pour faire suite à la mise en disponibilité pour plus de 6 mois du directeur sport, jeunesse et vie étudiante. La collectivité doit recruter un agent fonctionnaire ou contractuel pour répondre aux besoins de ce service. Et je vous propose l'ouverture, comme précédemment, en catégorie A. Délibération suivante, encore une mobilité interne. C'est quelque chose qu'il faut quand même valoriser au sein de notre collectivité qui valorise les profils qu'elle a au sein même, en son sein. Donc, je vous propose de recruter un chef de service ERP au sein de la direction administrative générale, et ce poste s'ouvrirait soit en catégorie C, soit en catégorie B, en fonction des candidatures que nous recevrons et celle qui sera retenue. Recrutement d'un agent administratif au sein même également de ce service. Là aussi, c'est pour faire suite à cette mobilité interne. Nous serions sur une catégorie C. L'objectif étant que ce service ERP ne se trouve pas en difficulté en cas d'absence d'un des deux agents. Il nous faut forcément un binôme. Ensuite, délibération suivante, nous sommes sur une création de poste de directeur adjoint au sein des services des ressources humaines. Il s'agit ici d'un nouveau besoin qui se fait suite à la réorganisation du service des ressources humaines. La collectivité a fait le choix de recruter un directeur adjoint, fonctionnaire ou contractuel, et je vous propose d'ouvrir ce poste en catégorie A. Je vous propose pour la délibération suivante une reconduction d'un poste d'adjoint d'animation socio-sportif. C'est une proposition qui se fait dans le cadre de la politique sportive mise en œuvre par la direction des sports, et je vous propose de reconduire le poste pour une durée de 2 ans. L'objectif principal de sa mission est de s'adresser aux jeunes ne s'inscrivant dans aucune activité ou pratique encadrée afin de les orienter à long terme vers des structures de droit commun dans les domaines du loisir, de la culture, de l'insertion et du sport. Délibération suivante, nous sommes de nouveau sur un recrutement d'un assistant administratif au sein du service accueil et ressources de la direction enfance et vie éducative. Et ici, nous faisons suite à une mutation d'un agent titulaire du poste d'assistant administratif au sein du service. Et je vous propose d'ouvrir le poste sur une catégorie C. Je regrouperai les 3 dernières délibérations
sur la mise à disposition d'agents de la ville auprès du Centre communal d'action sociale. Les 3 délibérations ont le même objet, c'est pour ça que je me permets de les regrouper. Les services de cohésion sociale et logement rattachés au Centre communal d'action sociale à compter du 1er janvier 2024, conformément à l'organigramme que nous avons déjà présenté au comité social territorial en décembre 2023. Voilà, il s'agit ici de mettre en cohérence la ligne hiérarchique et les missions respectives de ces services. Et donc, il est proposé aux agents concernés une mise à disposition auprès du CCAS à compter du 1er juillet 2024. 2 agents sont concernés dans le service de cohésion sociale. Et après, il y aura un agent concerné au sein du service logement. Merci pour votre écoute et attention. Ma chère collègue, l'une de ces délibérations appelle-t-elle des questions? Sont-elles comme d'habitude limpides? Alors elles le sont. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Pour à l'unanimité pour l'ensemble des délibérations 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Je vous remercie. Rapporteur Monsieur Fargue, point 28, convention de partenariat FC Talence. Monsieur le maire, mes chers collègues, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention entre le service animation sportive de la ville et l'association du football club de Talence. L'objectif étant de mettre des moyens en commun et leurs compétences au service des jeunes de 11 à 25 ans sur la commune pour développer la pratique du football dans sa globalité et plus spécifiquement à destination du public féminin. Vous précisez que M. Casabonne et M. Alloy se déporteront de cette délibération. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Des votes contre, des abstentions. Pour à l'unanimité, je vous remercie. Rapporteur M. Bonin, point 29, règlement d'utilisation des véhicules de service et de l'utilisation des véhicules personnels pour les besoins du service. Chers collègues, Monsieur le maire, il y a 2 délibérations, la 29 et la 30, qui proposent le même sujet. Il s'agit de l'utilisation des véhicules de service pour les besoins des services et également de l'autorisation de remisage à domicile. Vous avez tout un règlement que je ne vais pas vous lire ici. Je suppose que vous l'avez déjà fait. J'attends plutôt vos questions si vous en avez. Pour le résumer, la loi nous demande effectivement d'avoir ce règlement qui a été fait. Et sur la liste des véhicules, vous l'avez vu, il n'y a pas de modification d'une année sur l'autre. Monsieur Bimboire. Juste une remarque sur le fond. Bien évidemment que c'est important d'avoir un règlement intérieur sur l'utilisation des véhicules au sein d'une mairie. Est-ce que ça a été débattu et validé par les organisations syndicales, c'est-à-dire les partenaires sociaux? La réponse est oui. Voilà. Pas d'autres questions? Madame de Marco. Et juste une suggestion pour savoir s'il y a une réflexion sur la flotte de vélos municipal. Oui. Oui, merci. Alors, non, on ne fait pas que réfléchir. En l'occurrence, c'est Monsieur Garrigue ici présent en liaison avec les élus qui réfléchissent aux solutions pour doter en plus. Alors d'abord, c'est un plan global, à la fois du stationnement du vélo privé. On va installer des abris vélos là où c'est possible. Ce n'est pas simple, mais notamment du côté de la médiathèque, par exemple, notamment pour la médiathèque, à côté du service marché, du côté de la rue Arnozan. Et Monsieur Garrigue, qui pourra vous en dire beaucoup plus que moi à ce sujet, effectivement réfléchit à la mise en œuvre, dans le cadre du plan de déplacement des agents, de l'allocation de vélos avec différents systèmes de batterie pour permettre, en fait, au fur et à mesure, d'introduire de plus en plus de vélos pour les déplacements intra-ville. On ne pourra pas mettre tous ces déplacements, évidemment, sur vélo, mais avoir une vraie flotte de vélos concomitamment en fait au plan véhicule que l'on a, qui consiste à remplacer les véhicules, en supprimer certains et à verdir aussi la flotte, puisqu'on renouvelle également notre matériel de véhicules vers des véhicules beaucoup plus verts que ceux qui ne sont aujourd'hui. Donc c'est un plan global de déplacement des agents. Voilà, y compris d'ailleurs l'achat de vélos qui va être effectué prochainement, oui, puisque c'est compris dans le plan véhicule, nous allons acheter plusieurs vélos. Pardon ? Ça sera la couleur des vélos, ils seront verts. Les voitures seront peintes en vert. Je n'ai même pas repris, madame la sénatrice, mais nous sommes compris.
En tout cas, et de vous rappeler également que nous avons été une des premières communes à mettre en œuvre également la prime pour les agents qui, lorsqu'ils prennent leur pied ou leur vélo, disposent d'une prime annuelle dont le montant est plafonné par l'État. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je vous propose de voter la 29 et la 30 puisqu'elles sont liées. Des abstentions, des votes contre? Je n'en vois pas. La délibération est adoptée. Point 30, véhicules de service, autorisation de remisage à domicile. Non, c'est fait. Autant pour moi. Rapporteur Monsieur Larose, point 31, sac à dos, soutien au premier départ autonome des jeunes. Monsieur le maire, mes chers collègues, depuis 20 ans, les équipes d'animation Info Jeunes Talence Campus s'appuient sur le dispositif sac à dos qui facilite la construction de projets de vacances avec les personnes jeunes qui en sont le plus éloignées. À ce jour, 300 personnes jeunes ont pu bénéficier d'un soutien méthodologique et financier. De 2004 à 2006, c'est la ville qui a financé directement ce dispositif. Depuis 2007, c'est la région qui s'était substituée au financement. Et à partir de 2024, c'est la caisse d'allocation familiale qui, par convention avec la ville, financera ce dispositif. Je vous demande donc d'autoriser Monsieur le maire à signer le règlement d'intervention du dispositif sac à dos. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur le sénateur. J'ai eu l'occasion d'en discuter beaucoup au sein du SAGI et j'avais suggéré de changer le nom parce que quand j'étais jeune, on partait effectivement sac à dos dans les Pyrénées partout, mais vu l'accumulation des réglementations, je voulais qu'on appelle ça frigidaire à dos parce qu'il faut avoir les repas de la veille, de l'avant-veille et tout ça stocké pour répondre aux normes qui sont imposées au Clément. Mais j'ai bien vu que c'était un peu difficile à adopter. Je le suggérerai à la CAF. Vous aurez noté, monsieur le sénateur, que monsieur Larose a présenté une délibération sans anglicisme, ce qui est un effort colossal. Voilà. Oui, ASAP. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je n'en vois pas. Je vous remercie. La délibération 31 est adoptée. Je vous donne rendez-vous pour le prochain conseil municipal, le lundi 10 juin. 10 juin, au lendemain des élections européennes, pour celles et ceux qui l'auraient noté, le lundi 10 juin à 18h, même endroit, même heure. Je vous remercie, la séance est levée. Merci beaucoup.